Bonjour à tous, je suis Charlène Martinez, la sœur de Vincent Martinez, le policier qui a été tué lors de ses fonctions à Meaux dans le 77, le 8 décembre 2020. J'ai la chance aujourd'hui de faire cette vidéo qui est soutenue par l'association Sin Blue Line France, qui va nous apporter beaucoup plus de portée à notre parole. Et c'est une chance et je les remercie grandement, ils sont là pour nous depuis le début. Encore infiniment merci. J'aimerais que vous entendiez notre histoire, puisque la liste s'allonge tristement chaque année. Nous, ça fait 3 ans et demi que Vincent est parti. Ça fera 4 ans, donc le 8 décembre, donc très prochainement. La liste s'allonge, ça ne gêne personne. Tous les jours à la télé, un policier meurt, un autre policier meurt, un gendarme, si un truc, récidiviste, récidiviste, récidiviste. Réagissez, en fait. On va faire quoi? Combien de temps encore? On a un triste exemple qui est arrivé il y a 2 jours avec l'adjudant Éric Comines qui est décédé, renversé lui aussi pour un refus d'obtempérer, est décédé, qui laisse 2 enfants et une femme. Une femme qui d'ailleurs, je voulais remercier d'avoir trouvé les mots que j'ai pas su trouver à l'époque, le courage que j'ai pas su trouver moi aussi à l'époque, et qui dit si bien que la France a tué son mari, c'est un fait. Il tue nos frères, elle tue nos enfants, elle tue nos fils, nos amis. Et c'est triste parce que, je vous le dis aujourd'hui, nous, ça fait 3 ans et demi qu'on est en procédure. Je vais vous raconter notre histoire. Je vous remercie d'abord déjà de nous écouter et j'espère que vous prendrez conscience qu'il faut arrêter de risquer vos vies comme ça, que vous laissez des familles endeuillées, qu'on n'arrive pas à avancer et que vous, derrière, vous êtes tous juste bonnement oubliés. Et regardez bien, je sais que pour la plupart, vous en êtes conscients. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages de soutien. Je sais que vous vous en rendez compte. Je sais qu'il y en a plein qui me disent j'ai envie d'arrêter, mais j'ai des gamins, j'ai une baraque, il faut que je bosse. On n'est plus sur du métier passion de l'époque où les mecs c'était pour la France. En fait, c'est pas que vous êtes des connards, hein. C'est juste que la France, vous avez compris, ne vous soutient pas. On vous demande d'arrêter des gens sans vous offrir les outils nécessaires pour le faire correctement. Quand vous vous faites arrêter un jour et que le lendemain, le mec il est dehors, vous le croisez et il vous fait un petit sourire, vous rigole, ou alors qu'on vient vous trouver chez vous, qu'on vous agresse, ou tant de choses, ben, à un moment donné, arrêtez de vous faire chier dessus, bougez, il faut que ça change. Parce que je vais vous raconter notre histoire et j'espère que vous n'aurez jamais raconté la vôtre. Donc voilà l'histoire de Vincent, mon frère, qui malheureusement est aussi la nôtre, le 7 décembre 2020. Donc il prend ses fonctions avec ses collègues et un peu plus tard dans la soirée, ils sont appelés sur un dispositif où on leur demande de se mettre sur le côté de la route, donc l'autoroute qui mène à Marne-la-Vallée, une 3x3 voies à 90 km/h avec terre-plein central et éclairage tout le long. Il se poste juste après un radar. Et pendant ce temps, la voiture qu'on va appeler la voiture de la BAC numéro 1, en fait, prend en chasse un fuyard qui refuse d'obtempérer et qui prend tous les risques sur la voie publique. Un grand classique. Donc, rond-point à contresens, grille les stops, les feux rouges, éteint même ses lumières sur l'autoroute alors qu'il fait nuit, fait mine de sortir. Enfin voilà, du coup, comme je vous disais, un grand classique. Mon frère et son équipage sont mis au sol, déployés pour sticker la voiture du fuyard. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est sticker une voiture, donc c'est un stop stick, c'est une barre qui va finalement passer sous les roues de la voiture et qui va crever la voiture afin de neutraliser l'individu. Neutraliser l'individu, pardon. Du coup, chose faite, puisque la voiture, il roule à très très grande vitesse, il me semble qu'on est dans les 160-170 km/h dans le procès verbal, et la voiture passe, mon frère arrive à sticker la voiture, il a les pneus crevés le garçon, et malgré tout il va quand même aller s'arrêter beaucoup plus loin, on parle d'1 ou 2 kilomètres quand même en sortant de l'autoroute, et de là va s'en suivre un abandon de la voiture de sa part et de ses collègues qui étaient dans la voiture. Et la BAC numéro 1, du coup, recherche l'individu à pied et il va y avoir une bagarre avec cet homme, des menaces, et il va finir en cellule. Hein. De toute façon, il est complètement bourré, donc cellule de dégrisement déjà obligatoire. Ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que pendant ce temps-là, il y a une voiture qu'on va appeler la BAC numéro 2 qui, sans s'annoncer,
a pris la décision de participer à l'événement. Donc il faut savoir que sur les ondes radio, on leur dit bien à tous de ne pas aller sur le site, mais de rester pas trop loin au cas où qu'il y ait besoin d'aide pour une intervention. Ok? De là, en plus, une fois que mon frère a stické la voiture, à la radio, on entend voiture stickée. Pour ceux qui sont du métier, ça, vous savez, et ça veut dire que c'est bon. L'individu, en tout cas, la voiture est neutralisée. Donc la voiture va plus pouvoir avancer. Et la suite, voilà. Donc, normalement, c'est bon. Mais en fait, cette voiture de la BAC numéro 2, nous ne savons toujours pas pourquoi, a décidé, sans s'annoncer, de prendre en chasse le fuyard également. Et va arriver 11 secondes, donc un clignement d'œil, 11 secondes après la voiture de la BAC numéro 1. Cette BAC numéro 2 arrive de nulle part et va percuter mon frère de plein fouet et le tuer sur le coup. Il faut savoir que le véhicule de la BAC numéro 1 qui arrive à éviter mon frère et le stop stick qui a éclaté en morceaux partout sur la route, roule à, comme j'ai dit tout à l'heure, 170-180 km/h, et que la BAC numéro 2, qui en plus de ne pas s'annoncer, prendre tous les risques et percute mon frère, le tue, soi-disant qu'il roulait pas vite, alors que l'équipage au sol a dit que ça allait très vite. Ils ont aussi dit qu'il y avait un gyrophare et l'alarme, sauf que les gars au sol ne s'en souviennent pas d'avoir vu ça. Mon frère n'était pas demeuré. On était sur une voie qui était ouverte au public, hein. Je tiens aussi à le préciser. D'ailleurs, je me demande aussi, et je sais que ça s'est passé très rapidement, en seconde c'est terrible, que faisait l'équipage de mon frère pendant que mon frère était au milieu de la route en train de ramasser ce stop stick. La voie était ouverte, n'importe quel civil aurait pu arriver, ou un autre dingue, hein, et aurait pu rouler vite ou aussi renverser un membre de l'équipage ce soir-là. Donc mon frère est renversé et tué sur le coup, puisque ils vont réussir à le réanimer, mais il est en état de mort encéphalique, c'est-à-dire que c'est les machines tout simplement, hein, qui l'aident à respirer, puisque le cerveau, lui, ne peut plus fonctionner. C'est ça l'état de mort encéphalique. Et donc il est réanimé et mené à l'hôpital dans un état très critique. Mes parents sont appelés en pleine nuit et on vient même les chercher. Donc il faut savoir que ça se passe à côté de Meaux et que mes parents sont de Troyes. En pleine nuit, sont récupérés par la police et emmenés à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir, parce que mon frère est dans un état déplorable. Toute la journée, donc mon frère est renversé sur les coups de minuit et demi, donc dans la nuit du 7 au 8 décembre. Ils vont attendre toute la journée, alors qu'ils savent très bien que c'est fini, avant de nous l'annoncer. Pourquoi? On ne le saura jamais, probablement comme tout le reste. Et mes parents et moi-même, ainsi que nos proches, hein, on est dans l'attente. Moi, mon téléphone sonne au travail. Je suis à Béziers. Je travaille à Béziers à l'époque. Et mon téléphone sonne et on m'annonce que mon frère, c'est mon oncle qui m'appelle et pour me dire que mon frère, il est dans le coma et que de toute façon, s'il en sort, ça sera un légume. N'ayons pas peur des mots. Déjà, c'est très compliqué. On me coupe les jambes. Je comprends pas trop ce qui se passe et mes parents sont là-bas. Moi, je suis bloquée à Béziers. Voilà. Et en fait, le soir à 22h, mon frère est décédé puisque on prend la décision de couper les machines parce qu'on nous annonce enfin que de toute façon mon frère ne reviendra pas et que c'était pas possible dès le départ. Mais j'en conviens qu'il faut garder les corps, les organes en fonction pour les dons d'organes, mais on nous a fait attendre très longuement, trop longuement à mon goût. Donc mon frère décède le 8 décembre 2022 suite à l'arrêt des machines qui l'aidait à rester en vie, puisque concrètement pour moi il est mort sur la route ce soir-là. Je suis désolée. Et
c'est compliqué. C'est très compliqué, même 3 ans et demi après. Et donc, mon frère, au final, décède. Et là, on le sait pas encore, mais un combat commence. Et en plus, avec l'émotion, je m'embrouille les pinceaux, parce que je viens de me rendre compte que je vous dis que c'était en 2022, alors qu'il est décédé dans la nuit du 7 au 8 décembre 2020, et pas 2022. Donc tout se précipite. Moi, je prends le train le lendemain pour venir à Troyes auprès de mes proches, et voilà. Tout commence, donc on finit par aller au commissariat de Troyes, là où mon frère était cadet de la République, c'est là où il a tout commencé, pour récupérer ses premiers effets. Ça se passe comme ça. Vous allez récupérer votre petit sac à main de la journée, quoi, comme tout le monde avait, avec les chaussures, le portefeuille, le téléphone, les clés de voiture, et tout ça. Donc, on récupère tout ça, et là, on nous annonce que, en sortant, il va falloir aller aux pompes funèbres. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tout se précipite d'un coup. Vous en prenez plein la gueule. Vous vous retrouvez aux pompes funèbres, vous choisissez un cercueil pour votre frère de 33 ans. Vous créez une cérémonie. C'est terrible. Je souhaite à personne, même pas mon pire ennemi. Et ensuite, cérémonie à Chessy, au commissariat de Chessy. Donc en plus, on fait que ça, avec le corps, d'aller à gauche, à droite. Toute ma famille est prise en charge. Sur le coup, on se dit, waouh, putain, on va être soutenu, ça va être génial. Sur le coup, on y croit, hein, c'est bien fait. Donc on arrive au commissariat de Chessy avec toute ma famille, hein, c'est des voitures qui nous ont pris en charge. D'ailleurs, ils ont la délicatesse de passer à l'endroit de l'accident où il y a les fleurs et tout ça. On n'est pas prévenus, on savait même pas où c'était. Nous, tout est trop frais en fait. Et sauf que comme j'avais reçu une vidéo, moi, des collègues de mon frère qui avaient rendu cet hommage, et je les remercie beaucoup, ce n'est en rien un reproche, mais on passe devant, petite claque dans la gueule avant d'arriver, nickel. On arrive au commissariat de Chessy. Ma famille sont mis de côté en attendant que mes parents et moi-même, on est monté dans une pièce avec des gradés et Madame Chiappa. Et là, on arrive dans une grande pièce, comme je disais, avec le petit déjeuner de roi, des tables en veux-tu, en voilà. Oh, c'est l'anniversaire à qui? Donc, comme si on allait se faire un gros boostify. Enfin, bref, franchement, ouais, la poudre aux yeux. Juste ça, hein, pour nous faire taire depuis le début. C'est que des trucs comme ça. Hein, bref, je suis très en colère. C'est très compliqué à gérer. Et donc, ils nous parlent, ils font leur toin de soin. Hein. De toute façon, il faut passer la pommade. Hein. Le numéro 3600, et encore, je suis gentille, je pense, est décédé. Il y en aura d'autres à la suite. Donc celui-là, on s'en occupe un petit coup. Ensuite, cérémonie nationale, magnifique. Je sais que parmi ces gens-là, il y avait des gens honnêtes, il y avait des gens blessés, des collègues à mon frère, des gens qui l'ont bien connu, même des amis. C'était magnifique, merci pour tout. Nous, à l'époque, et je le regrette amèrement, mes parents également, on n'a pas voulu médiatiser l'affaire. On voulait pas que la cérémonie nationale soit filmée. On pensait bien faire, parce qu'on avait peur du côté public de l'affaire. On pensait être soutenu et que ça allait être géré en interne. Et on ne pensait pas réussir à gérer toute cette pression sociale autour, et avec vous savez, les réseaux sociaux et tout comme c'est. Je le redis, hein, on regrette amèrement. Si ça se trouve, ça aurait pu nous aider, nous ouvrir des portes. Donc, je reviens sur le sujet, cérémonie nationale, et après, en famille, cérémonie plus personnelle. Et voilà. L'enterrement se termine, tout se termine. Et là, un nouveau combat commence, puisque c'est la procédure. Et la procédure, au début, on comprend pas bien. On a donc un avocat, hein, on va s'occuper de nous, c'est ce qu'on croit du moins. Et on nous dit, bon ben voilà, après avoir étudié longuement le dossier, nous-mêmes, hein, c'est pas notre métier, et pour tout vous dire, dans ces moments-là, déjà en plus vous n'êtes pas clairvoyant, il y a tout votre affect, toute votre fatigue, toute votre colère. C'est des mots, voilà, chacun son métier. On est complètement perdu. En fait, on fait confiance totalement à notre avocat, et on s'en remet à lui, clairement. Parce que sur le coup, au début, on pense qu'il y a une justice. Et ça, c'était une grave erreur.
Du coup, on étudie le dossier et un an après, donc le fuyard, qui ce soir-là avait été en cellule, lui, en fait, ça fait un an qu'il est en prison. Puisque depuis ce soir-là, il est retenu pour homicide involontaire, donc il est en prison. Donc le 1er décembre de l'année 2021, soit presque un an, hein, à quelques jours près, un an après, on se retrouve au tribunal de Meaux. Et alors là, on commence à comprendre que ça pue de la gueule, en fait. On arrive au tribunal de Meaux. Il faut savoir que moi, je viens de Béziers jusqu'à Meaux pour le tribunal. Mes parents de Troyes, et que mon frère travaillait à Meaux, donc tous ses collègues de travail, ses amis, ses gradés. En tout cas, la CDI de Meaux était vraiment, je crois que s'il y a 5 minutes de voiture, c'est le bout du monde. Personne n'était là. Et même notre avocat, je me rappelle, je reprends ses mots, nous dit il n'y avait pas un policier, je suis choquée. Et ben, je vous assure que nous aussi, on est choqués. On était tout seuls, pas une personne. Début du soutien, ça c'est pareil. On a eu un référent, hein, un gradé, hein, un commissaire, dont je ne citerai pas le nom, qui devait s'occuper de nous hein, depuis le début depuis que mon frère est décédé. En fait, on vous met un référent, un mec qui vous dit quoi faire, vers qui vous tournez et qui vous passe un peu la pommade quand ça va pas trop bien. Pas là. Et quand en fait on quitte le tribunal et que du coup j'appelle cet homme pour savoir comment ça se fait, on l'avait pas informé. Mais bref, vous comprenez. On l'avait pas informé. C'est pour ça qu'il y avait personne à 5 minutes du commissariat le jour de l'audience. Donc seul, complètement seul, face à ce fuyard qui, soit dit en passant, est incriminé pour un homicide involontaire. Alors certes, c'est un générateur de la situation qui est la nôtre, mais c'est pas lui qui percute mon frère. C'est pas lui qui percute mon frère. Donc cet homme est incriminé à la suite de cette audience pour homicide involontaire. D'ailleurs, cet homme prend 7 ans de prison, dont 2 avec mise à l'épreuve, donc ça veut dire qu'il sera dehors en train de se promener, hein, parce que c'est pas lui qui tape mon frère, mais le gars il a un casier judiciaire long comme ça, c'est un multirécidiviste, et c'est pour ça que c'est important, parce que, comme je le disais pour l'adjudant Comines, c'est aussi un multirécidiviste, et en fait, jamais ça va changer, et c'est de pire en pire. Donc, cet homme paye, et c'est tout à fait normal. Par contre, pour l'homicide involontaire, on ne comprend pas. D'ailleurs, je me rappelle qu'à ce moment-là, au tribunal, j'ai une prise de parole où je suis invitée à aller à la barre et je soutiens fermement le fait qu'il est normal que cet homme, le fuyard, soit puni puisqu'il est générateur de la situation et que c'est pas son premier coup d'essai et que si c'est pas lui qui a percuté mon frère ce jour-là, de toute façon, ça aurait fini comme ça un jour. Ça aurait pu être lui qui frappe mon frère et ça aurait pu être lui qui aurait pu frapper l'adjudant Comines et tous les autres qui sont tombés qu'on ne cite pas. La liste est bien trop tristement longue. Voilà. Et je me rappelle donc que je dis que c'est normal, mais je me rappelle aussi que je dis mais je ne comprends pas où sont les hommes de la BAC qui ont tué mon frère. Puisque c'est un fait, les mots sont les mots, pesés à leur juste valeur, ils ont tué mon frère. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. C'est comme ça. On établit des faits, on n'est pas là pour se raconter la messe. Et là, on m'annonce que la procureure de la République m'annonce que finalement, c'est une autre histoire et que la police des polices s'en occupe et que ça sera venir en second temps un autre jour. Donc on n'est pas là pour ça. Là, aujourd'hui, on est partie civile contre le fuyard. Ok, on sort de là. Donc cet homme part en prison, hein, d'ailleurs, il faut savoir que du coup, il nous était redevable de 2500 € chacun, donc pour ma maman, mon papa, ainsi que moi-même. Eh bien, moi, mon dossier a été égaré. Mes parents, jusqu'alors, ont tous les mois reçu entre 42 centimes et 1,60 €. Oui, ah oui. Je sais qu'il existe le DIF ou des choses comme ça où les personnes incriminées qui doivent des sous font un crédit à cette institution pour que les personnes dédommageables soient dédommagées en temps réel et c'est à ce service-là qu'ils font crédit. Non, non, nous, il n'y avait pas d'éligibilité ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas non plus hyper calée dans tout ça. Je viens juste vous conter mon histoire. Et depuis
le début janvier. D'ailleurs, on ne reçoit plus rien, pas de nouvelles. Il faut savoir que nous, entre-temps, on a changé d'avocat puisque notre avocat refusait d'attaquer les hommes de la BAC en nous stipulant que de toute façon, ça ne servait à rien, que c'était perdu d'avance puisque attaquer la police, c'est une grande institution et que c'était perdu d'avance. Si tel doit être le cas, je commence à comprendre que ça va être compliqué. Enfin, on a bien compris, on ne lâchera jamais ce combat-là. Hein. C'est pas parce qu'on porte un uniforme qu'on a tous les droits. Derrière les uniformes, il y a des hommes qui, quand ils font des bêtises, doivent être punis, en fait. Sinon, c'est la foire à la saucisse. Moi, demain, je deviens policière, et puis du coup, je vais buter le mec de la BAC parce que non, ça marche pas comme ça. Ok? Et du coup, on me punit pas. Enfin, vous avez compris où je veux en venir. Donc non, en fait. Donc on ne touche plus un centime depuis début janvier, enfin mes parents, puisque bon, mon dossier a été garé et que j'ai jamais eu de nouvelles de tout ça. Notre nouvelle avocate, qui d'ailleurs est vraiment super et je l'en remercie. Je remercie aussi Jean-Pierre Amargé, qui est un journaliste de Midi Libre, qui nous a permis de faire un article et qui nous soutient aussi et qui m'a permis de trouver cette avocate. Et ça, c'est merci beaucoup. Donc on a cette nouvelle avocate et on lui demande comment ça se fait qu'il n'y a plus de versement du côté de mes parents. Et elle me dit que peut-être il n'est pas impossible que cet homme soit sorti pour bonne conduite. Pardon? Bah oui, parce que vous faites des bêtises. Et en plus, alors là on parle d'un mec qui est incriminé pour homicide involontaire. Hein. Donc même si c'est pas lui qui a frappé mon frère, la justice pense ça. Il est incriminé pour ça. Mais le mec, au bout de 3 ans, il sort pour bonne conduite. Ça veut dire que toi, hein, tu tues un homme, et en fait, bah, comme t'es sage, mon gamin, on va te laisser sortir. Donc ça, c'est la justice française. Ça, c'est le top. Alors imaginez s'il n'avait pas été pour homicide involontaire, le lendemain il était dehors, et puis il refaisait la même, et puis ce coup-là, il tuait mon frère, ou un autre d'ailleurs. Toi qui regardes la vidéo, ou toi, ou ton frère, ta soeur, tu comprends. C'est la folie. Et donc je dis, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir cette information en bonne et due forme et qu'on soit sûr de ce qu'on pense, des doutes que nous avons aujourd'hui? Non. Non, non, et c'est pas de sa faute. Hein. C'est la justice qui est mal goupillée, puisque on n'a pas le pouvoir aujourd'hui. On peut poser la question, on peut nous répondre, mais c'est pas sûr. Donc c'est-à-dire que nous aujourd'hui, mes parents, moi-même et tous les proches de mon frère, des amis ou la famille, peu importe, en fait, on doit accepter le fait que peut-être le fuyard il est sorti, mais on peut pas nous dire. Et que les mecs de la BAC, ça fait 3 ans et demi, on sait rien sur eux. On n'a jamais eu de nouvelles. On sait leur nom. On ne sait pas s'ils sont encore en fonction. On ne sait pas s'ils ont eu une peine interne ou quoi que ce soit. Pas de rien. Ça veut dire que là, aujourd'hui, concrètement, si nous, on fait rien, c'est fini. Vincent est juste mort. Bah, il y en a plein d'autres. Vous êtes cons, quoi, on s'en fout. Non. Bah non, on s'en fout pas. Bien sûr que non. Donc, si nous, aujourd'hui, on fait rien, en fait, Vincent, il est décédé. L'autre, le fuyard, là, il est sorti. Viva la pampa, ouais, mais je suis sage, donc du coup, je suis plus puni. Voilà. Et les mecs de la BAC, viva la pampa. Ok. Je dis pas que les mecs, ils ont tué mon frère délibérément, hein. En tout cas, j'espère pas. Je dis juste que, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, quand on fait des erreurs, on parle d'homicide involontaire, non? On est puni. Point. Terminé. Qui qu'on soit. Donc, je suis désolée, je galère un peu parce que je suis tellement en colère. Mais là, si nous, on fait rien, en fait, mon frère, il est mort. Les mecs de là-bas qui font leur life. L'autre, là-bas, il fait sa life. Et on passe à autre chose. Bah, attends, c'est bon, on passe à autre chose. Enfin, faut vivre. On n'a qu'une vie. Bah non, en fait. Donc, nous, aujourd'hui, avec notre nouvelle avocate, oh, putain, 3 ans et demi, hein, les gars. 3 ans et demi. Avec notre nouvelle avocate, on vient de porter plainte contre les hommes de la BAC. Et en fait, on s'est aperçu que dans le dossier de la police des polices, bah, en fait, l'enquête qui avait été menée, bon, c'est écrit, quoi. Ça a existé. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça existait, ça existe. Est-ce que c'est clôturé, pas clôturé? Est-ce que... Bon, il y a une ligne ou deux, quoi, ça existe. Et que... il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Et donc, on a porté plainte, on attend. Parce
que ça c'est encore, ça vient d'arriver, hein, ça fait quoi, 2 mois je crois que, parce qu'on a mis tout le temps à comprendre, parce qu'on n'a pas été aiguillé, parce qu'on n'a pas été suivi, parce qu'on n'est pas aidé, parce qu'on veut étouffer cette putain d'affaire, de ouf. D'ailleurs, putain, sur le rapport d'expertise de ce soir-là, donc même la greffière, ou je sais plus, je vous dirais une bêtise, en tout cas on allait au tribunal, et on y est allé avec notre avocate avant d'être auditionné, avant l'audience, pardon. On est allé au tribunal, et en fait on nous a dit mais faites faire une contre-expertise, quoi, franchement là. Ça roulait pas vite, il pleuvait, oui, mais la voiture elle a été déplacée, du coup on pouvait pas contrôler le gyrophare, le ci, le mi, donc nickel. Donc on fait faire une contre-expertise, et bah il pleuvait plus, le sol il était plus mouillé. Bah ouais, ok, ça marche. Ce soir-là le sol était mouillé, il était pas mouillé, le gars il a freiné, il a pas freiné, voilà, enfin tout est son contraire pour au final qu'il n'y a rien en fait. Quand on voit le rapport du médecin légiste, et on dirait que mon frère il a sauté d'un avion et qu'il s'est éclaté sur le sol. C'est le mec il roulait pas à 90 km/h, jamais de la vie. Bon, ça c'est pareil, ça reste à démontrer. Il y a encore plein de choses à faire. Donc vous voyez, là nous on vient seulement de porter plainte contre l'équipage de la BAC, puisque de toute façon si on fait rien, à dégager, surtout faut pas faire comme si bien mon père, faut pas faire de vagues. Et on passe à autre chose, quoi. À savoir aussi qu'on a reçu il y a 2 jours une lettre pour être convoqué au tribunal, toujours de Meaux, au mois de novembre, il y a 2 jours, pour le truc de partie civile du Fuyard. 4 ans, les gars. 4 ans. 4 ans dans le silence, dans le doute, dans l'incompréhension, dans la solitude la plus profonde. C'est écœurant. Donc, on vous raconte notre histoire pour une raison très très simple, c'est que mon frère, il reviendra jamais, et ça c'est sûr. Mais c'est surtout qu'on aimerait qu'il n'y en ait pas d'autres. Il y en a déjà eu beaucoup d'autres après lui. Si on pouvait enfin tous, il faut... Putain, comme le dit si bien la Thin Blue Line, l'association, et leur slogan, il est juste parfait, c'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il faut vraiment qu'on se soude pour qu'enfin il se passe quelque chose, parce que vous tous qui portez des uniformes, quels qu'ils soient, vous vous faites chier dessus. On vous demande de régler des choses, alors que vous n'avez pas les outils pour le faire, vous n'avez pas les moyens de pression pour le faire. Vous voyez... tous les refus d'obtempérer, tout, il n'y a pas que ça en plus. Vous avez BFM TV, vous avez les réseaux sociaux, je vais rien vous apprendre, c'est une catastrophe. Vous vous faites tuer pour rien, au nom de rien, pour rien, vous laissez des familles endeuillées, des enfants sans parents, j'ai des sœurs orphelines. Moi, c'était mon seul frère. C'était mon seul frère. Et voilà, c'est un enfer. Derrière, en fait, on vit pas, hein. Déjà, vous avez constamment cette procédure qui est en cours. Vous pouvez pas avancer. Déjà, regardez, même cette vidéo, je suis contente d'avoir l'opportunité, la chance d'en parler, pour servir d'exemple, pour essayer de déjà rendre justice à mon frère, pour son honneur, pour essayer de propager cette parole et qu'on se fasse entendre, et que vous preniez enfin la décision d'arrêter de vous faire chier dessus. Mais putain, ça refout dedans le benko et ça fait mal. Dès qu'on doit aller au tribunal, qu'on reçoit une lettre, qu'on doit s'en mêler, l'avocat, je lui envoie des messages tout le temps, on est toujours en train d'en parler. Ça fait 3 ans et demi, on ne peut pas faire notre deuil. Déjà même l'affaire au niveau de la justice, elle n'est pas faite. Et putain, on a perdu notre frère, leur fils, leur copain. Un mec génial de 33 ans. Alors vous allez me dire, on dit tous qu'ils sont géniaux. Ben ouais, mon frère était génial. Parce que même ses collègues le disaient. Parce que voilà, c'est Vincent Martinez. Pour ceux qui l'ont connu, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et on en est là. On souffre énormément. Je souhaite tellement tout mon courage à toutes les familles qui sont dans notre situation. S'il vous plaît, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas amadouer, battez-vous, ouais ça fait mal, ouais c'est putain de fatigant, mais si on continue à fermer notre gueule et qu'on laisse les choses pisser,
à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Parce que on va encore perdre combien d'agents, combien de fonctionnaires, même des citoyens, hein, quelconques, des particuliers dans la rue. Tu marches avec ton fils, tu te fais écraser parce qu'il y a un enculé qui a pas pris le stop, parce qu'en plus il était sous cocaïne ou pas, ou juste parce que c'est un enculé. Et putain, il faut que ça cesse. Et vous, putain, tous ceux qui avaient des uniformes, regardez ô combien vous n'êtes pas soutenus, vous ne serez pas soutenus. Tout ce que vous voyez à la télé et tout, quand vous-même, vous venez persuader que vous venez soutenir un frère à une cérémonie d'enterrement, mais derrière, putain, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Vous êtes archi seul ou archi mort. C'est un délire. Comprenez ce que je dis. C'est un truc de fou. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, il faut absolument que ça cesse. Il faut qu'on vous donne plus de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avoir le dévouement que vous voulez. Vous n'avez pas les outils pour répondre à toute la criminalité qu'il y a dans nos rues. C'est un combat perdu d'avance aujourd'hui. Donc, il faut que ça change. Il faut qu'on vous protège. Il ne s'agit pas de protéger les gens et de ne pas l'être en retour. Le gouvernement n'en a rien à foutre. Ils s'en foutent. Regardez bien quand il y a des crises sanitaires, des crises économiques, et le Covid, les gilets jaunes, quand les gens sont descendus dans la rue, à tort ou à raison, je fais pas de la politique, j'en ai rien à foutre, j'ai pas d'avis sur le sujet. Mais vous deviez protéger qui? Le gouvernement, avant les citoyens. Et comment ça s'est passé dans les rues? Et vous, qui est-ce que vous êtes quand vous n'avez pas d'uniforme? Ben vous êtes des putains de citoyens. Et vous êtes des putains de citoyens qui vous faites chier dessus, les gars. Réveillez-vous. Vous pouvez pas continuer à mourir pour rien, au nom de rien. Et j'ai une pensée énorme pour mon frère. J'espère que mon message sera entendu. Tous ceux qui ont continué à regarder la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose. D'ailleurs, s'il y a des associations ou des choses comme ça qui ont besoin de nous, n'hésitez pas, on est là. On compte bien aussi faire 2-3 trucs de notre côté. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il y aura une autre vidéo qui va sortir parce que ça ne peut pas rester comme ça. Merci à l'association Sin Blue Line encore une fois pour les partages, le soutien. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, les collègues de mon frère avaient fait un écusson qui se met sur les sacs à dos ou sur les uniformes en l'honneur de mon frère, et c'est Sin Blue Line qui les a réalisés. Je vais vous le montrer parce que ils font un taf de dingue. L'argent revient à l'association et en fait l'argent revient aux familles. Ça nous aide parfois à payer les obsèques, à payer des choses et d'autres. Et voilà, donc c'est ce genre de petites choses. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on gardera toute notre vie, qui a été fait en l'honneur de notre frère, enfin de mon frère. Et voilà, vous avez compris. Donc c'est hyper important de les soutenir. Merci infiniment. Merci pour votre écoute. Merci pour le soutien. N'hésitez pas à partager, N'hésitez pas à partager, à rentrer en contact avec moi. Vraiment, souvent, je mets parfois du temps à répondre parce que vous êtes beaucoup à m'écrire, mais je prendrai toujours le temps de vous répondre autant que possible. Si, encore une fois, je le dis, je peux faire quoi que ce soit pour vous aider. Si vous avez besoin simplement de vous confier ou si vous avez des doutes sur vos procédures ou sur ce qui est en train de vous arriver que vous ne comprenez pas, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner dans vos démarches. On doit se soutenir. Le combat, il continuera. Des morts, il y en aura d'autres, malheureusement. Il faut vraiment qu'on se soutienne. Encore merci infiniment et tout mon courage à tous. Je vais maintenant laisser la parole à mon papa qui a lui aussi quelque chose à vous dire. Il n'est pas très à l'aise devant la caméra et notamment c'est très 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 compliqué pour lui d'en parler. Chacun fait comme il peut, donc soyez indulgents. Malheureusement, ma maman n'a pas pu être avec nous pour faire cette vidéo, mais vous vous doutez bien qu'elle n'en pense pas moins et que de toute façon c'est compliqué pour elle aussi. Et, voilà. Je vous remercie encore infiniment et je passe la main à mon petit papa. Bonjour, je suis Basile Martinez, le père de Vincent Policier. Je voudrais vous faire part de notre colère, notre très grande colère, car nous sommes dans un très long combat pour qu'on puisse se faire entendre.
Malgré tout ça, nous faisons énormément de démarches auprès des avocats et la justice ne nous entend pas. Il faut surtout ne pas se laisser faire et je m'adresse à vous aussi parce que vous êtes toute, euh, toute, euh, toute personne ayant l'uniforme. Sachez bien que vous croyez que vous allez être protégé, mais c'est faux. Vous risquez votre vie pour rien parce que personne ne vous écoutera et personne ne vous défendra. Donc, pour ceci, il faut pas baisser les bras, il faut aller d'arrache-pied jusqu'au bout, jusqu'à qu'on puisse vous entendre. Et avec tout ça, je compatis énormément toute personne qu'ils ont un fils, un père, un frère qui décède dans les mêmes circonstances que mon fils, à ne pas lâcher prise et à ne pas se laisser faire. Parce que voilà, la colère, elle sera toujours là. Et aussi bien pour nous, notre famille, que pour vous aussi. Et il faut se faire entendre. Et que ça remonte très haut, pour que ça remonte jusqu'au gouvernement. Parce que le gouvernement, ils le savent, ils le savent très bien, mais du fait que les circonstances qu'on a subies, pour eux, ils veulent tout cacher et, comme on dit, pas de vague. Donc, dans tout ça, pas de vague ou pas, ou quoi que ce soit, on ne lâchera rien. On ira jusqu'au bout, même si ça peut durer des années, mais on ne lâchera rien du tout pour notre fils. Pour la mémoire de notre fils, parce que mon fils n'a jamais mérité ce qu'il a subi. Il a fait son travail comme il fallait, et malheureusement, ça s'est mal terminé. Donc, pour ma part, j'essaie de faire ce que je peux pour me faire comprendre. L'émotion, je l'ai, elle est très haute. Et puis voilà. C'est pour ça que je compatis beaucoup à toute famille qui ont une perte d'un père, d'un frère qui porte un uniforme. C'est vrai. Ils sont là pour défendre les citoyens, pour protéger les citoyens, mais les circonstances que les récidivistes, hein, ben ceux-là, ils n'en ont rien à faire. Ils savent très bien qu'ils seront condamnés, mais quand ils ressortiront, ils recommenceront. Et comme si de rien. Mais en attendant, c'est les familles qui subissent le maximum. Et vous savez, hein, une perte, ça n'a pas de prix. Et moi, je peux vous dire aussi que j'ai dit une fois au tribunal, la première fois qu'on était au tribunal, qu'on a eu la parole, moi, j'ai toujours dit, le récidiviste, il va être condamné, mais nous, on a pris perpète, parce qu'on a perdu un membre de notre famille, notre fils, comme pour vous, pareil. Et eux, ceux qui sont enfermés et ressortis, pour eux, ça leur change rien, parce qu'ils recommencent sans arrêt. Ils n'en ont rien à faire. Alors moi, j'essaie de poser ma parole comme je peux, mais j'espère que vous pourrez bien comprendre ce que je viens de vous dire. Et j'espère que, en attendant, bah, on continue notre combat. C'est très très dur. Il y a des hauts, il y a des bas, mais quand on se remet dedans, tout remonte en surface. Et c'est très très compliqué. Alors moi, je peux vous dire à tout le monde, courage à vous. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire pour pouvoir avancer. Si on n'avance pas, si on laisse comme ça, on est mal barré. Et moi, je peux vous dire aussi que la colère, je l'ai aussi surtout parce que nous avons fait énormément de choses, de tout ce qu'on pouvait faire. Et là, il, il faut qu'on continue à avancer là-dessus, hein, parce que voilà, voilà le peu que je peux vous annoncer de mon côté. Alors maintenant, je souhaite courage aux autres personnes. Et puis, ma foi, je vous remercie.